Salut tout le monde et bienvenue dans Wild Stories. Dans cette série d'épisodes, nous allons partir à la rencontre de personnages fascinants. Des hommes et des femmes qui vivent dans les régions les plus reculées de la planète en contact avec la faune. Pour ce premier épisode, nous sommes à Mopaya Safari Lodge. Et nous allons à la rencontre d'Oscar Laforêt, il est chef ranger. Attaque de lions, charge d'éléphants, rencontre avec des rhinocéros, il va nous raconter ses meilleures histoires et ses pires souvenirs. Salut Oscar. Bonjour Mathieu. Ça va? Très bien. Alors, pour planter un peu le décor, on a voulu faire un peu anecdote au coin du feu. Ici, on est dans ta réserve à Mopaya. On est au cœur de ta réserve, donc à tout moment, il peut y avoir des éléphants qui passent, des girafes ou même des lions. Et puis, bon, comme il y a le feu, il peut y avoir également la fumée qui nous arrive en plein visage. Ça sont les aléas de la brousse. Voilà, donc si vous nous voyez pendant le live se frotter les yeux comme ça voudra dire qu'on a les yeux qui pleurent un peu à cause de la fumée. Ou alors des anecdotes merveilleuses d'Oscar. Alors Oscar, je voulais te poser comme première question, déjà de te présenter et savoir depuis quand tu es ici en Afrique du Sud, depuis quand tu fais le métier de chef ranger. Alors chef ranger, j'ai commencé comme guide tout simplement. Et c'est un métier auquel je suis venu très naturellement, de par l'enfance que j'ai eu la chance d'avoir avec mes parents, qui étaient professionnels de l'audiovisuel, qui travaillaient dans la réalisation, production de films et qui régulièrement venaient tourner en Afrique du Sud. Et c'est là où ils ont été vraiment pris par le virus de l'Afrique. Et donc j'ai eu la chance, dès mes 6 ans, de pouvoir commencer à être emmené avec eux sur les tournages, d'être déjà très souvent en brousse. Tout premier safari, c'était à 6 ans justement, je m'en souviens comme si c'était hier, alors j'en ai fait des milliers d'heures depuis. Mais je crois que c'est une expérience qui m'a marqué définitivement. Et donc mes parents par la suite ont décidé de s'établir pour de bon en Afrique du Sud. Et ils ont cherché pendant plusieurs années un endroit qui leur conviendrait. Et ils ont fini par trouver un petit bout de brousse totalement vierge sur lequel ils ont décidé de s'installer et où ils ont créé Mopaya. C'est de là que ça a commencé en 99 et c'était le début de l'aventure. Alors en 99, tu avais quel âge? J'avais 9 ans, je suis né en 1990. Donc tu avais 9 ans, tu as ta réserve pour toi tout seul. Nous, à 9 ans, je crois qu'on est en CM1, CM2. Comment t'occupais tes journées? Nous, à la fin de l'école, on allait regarder la télé. C'était quoi, toi, tes occupations quand rétrospectivement, et ça, j'en suis extrêmement reconnaissant envers mes parents, j'ai eu une enfance très très libre, où très tôt, ils m'ont fait extrêmement confiance. Et j'ai pu faire énormément de choses. C'est-à-dire que dès 9 ans, j'avais appris à conduire et je pouvais me balader tout seul sur la réserve avec mon vieux 4x4. Avant, en fait, j'étais trop jeune, c'est tout simplement que je ne pouvais pas voir à travers le volant la route. Mais à partir de 9 ans, j'étais lâché sur les pistes avec ma petite radio et mon couteau à la ceinture. Et oui, c'était une enfance assez incroyable. Alors j'étais scolarisé par correspondance. C'était vraiment la vie en brousse presque à longueur de temps. Et oui, la vie comme ça, au milieu des animaux. Et bon, c'est vrai que encore une fois, mes parents me faisaient confiance. J'étais dans le bain depuis que j'étais tout petit. Et ils m'avaient expliqué ce qu'il fallait faire, pas faire. J'étais un enfant discipliné aussi, donc ça aidait. Mais oui, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, ça me paraissait tout à fait normal comme vie. Et c'est vrai que maintenant, je vois que j'ai eu la chance d'avoir une vie, une enfance en tout cas, assez exceptionnelle. Est-ce que tu as un souvenir à cet âge-là qui t'a marqué? Des souvenirs, le problème c'est que j'en ai beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait passer des heures. Mais allez, le meilleur, quelque chose quand tu es arrivé à Mopaya à l'âge de 9, 10, 11 ans qui t'a marqué. Peut-être une chose qui t'a dit, je veux rester là toute ma vie, je veux faire ça. Je pense qu'il faut même remonter avant Mopaya. Je pense que ce serait le tout premier safari, justement quand j'avais 6 ans. Et on n'est pas arrivé sur une réserve en Afrique du Sud, où normalement ils n'acceptaient les enfants qu'à partir de 10 ans. Et mes parents étaient allés parler au chef ranger et lui avaient dit, écoutez, est-ce que pour une fois on pourrait faire une entorse un peu au règlement de la réserve et emmener notre fils, voilà, sachez que ce sont des sujets qui l'intéressent énormément et il ne fera pas de bruit, il ne dérangera pas. Et donc il a dit, écoutez, on fait un premier tour, on voit comment ça se passe. Et je me souviens, j'étais assis au premier rang derrière lui et c'était des moments assez exceptionnels et notamment avec une rencontre avec mes tout premiers lions, une troupe de lionnes qui avait attrapé un zèbre qui était en train de le dévorer. Des moments assez un peu violents aussi, hein. Ça permet de réaliser quand même ce que c'est véritablement que la vie, c'est-à-dire que ce zèbre qui était en train de se faire dévorer, c'était une femelle. Les lionnes lui ont ouvert le ventre, ont sorti, il y avait un fœtus à l'intérieur, avec lequel ils se sont battus pour le manger.
Et, C'est à l'époque où on croit encore que Bambi existe. oui, mais ce sont des choses qu'on oublie très vite. Mais en fait, ce qu'on réalise aussi, c'est que c'est extrêmement brutal, mais qu'il n'y a aucune cruauté derrière. C'est ça, je pense, la grosse différence entre le monde des hommes et le monde des animaux. C'est que la violence est présente des deux côtés, mais d'une part, chez les animaux, c'est une violence nécessaire et sans plaisir, alors que chez l'homme, c'est malheureusement souvent un petit peu différent. Mais donc, pour en revenir à nos lions, et il y avait comme ça cette troupe de lionnes en train de manger ce zèbre au plein milieu de la brousse, où a débarqué une grande colonie de hyènes tachetées qui ont vu qu'il y avait une carcasse à récupérer, qui ont vu aussi que les lionnes étaient en position de force. Et donc elles ont commencé à appeler pour rameuter toutes les autres hyènes du secteur. Donc déjà des bruits assez incroyables. Les hyènes, ça fait un bruit extrêmement fort. Et en l'espace d'une vingtaine de minutes, eh bien, il y a peut-être une vingtaine de hyènes sur place qui, là, la force du nombre aidant, se sont rassemblées et ont attaqué les lionnes pour leur voler le zèbre. Et donc scène assez incroyable avec cette pauvre femelle zèbre qui était d'un côté, morte hein, évidemment, tiraillée d'un côté par les lionnes, de l'autre par les hyènes. Et moi de mes 6 ans, première expérience de la vie un peu sauvage. Donc oui, entrer en matière un peu sanglante, mais absolument inoubliable. Et au moment où le guide nous dit écoutez, on va dégager, maintenant on va laisser un petit peu de place. Il roule sur un buisson épineux, la roue explose. Et on se retrouve à devoir changer le pneu à quelques dizaines de mètres des lions et des hyènes en train de se battre. Donc oui, ça marque définitivement. Comment on devient guide ranger en Afrique? Il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas, au final, il faut passer des examens, effectivement. Pour l'Afrique du Sud, hein, ça c'est spécifique. Et il y a des examens théoriques à passer, puis des examens pratiques. C'est un métier qui va être à la fois très théorique hein, pour les connaissances, justement, savoir les périodes de gestation, l'alimentation, le gabarit général, mais qui va aussi être un métier qui demande une grande sensibilité et une grande capacité d'écoute et d'observation. Parce qu'on va devoir interagir avec des animaux. Déjà, il faut qu'on les trouve, il faut les pister. Et pour les pister, c'est une expérience sensorielle, quelque part. Parce qu'on va utiliser la vue pour voir par exemple des empreintes, pour voir des traces laissées par des animaux. On va utiliser l'odorat pour repérer par exemple un marquage de territoire, pour repérer une odeur d'un animal qui aurait été tué. L'odeur caractéristique par exemple d'un estomac qui est ouvert d'herbivore, ça a une odeur très particulière. Reconnaître l'odeur d'un mâle éléphant en rut, ce qui indiquerait qu'il pourrait être dangereux. On va écouter également pour entendre les cris, pour entendre que ce soit des rugissements de lions, que ce soit des éléphants qui communiquent entre eux, des cris d'alarme d'antilopes. Ça peut aussi être des bruits dans les branches, des bruits dans les buissons. Mais oui, c'est des moments assez forts et c'est finalement très agréable parce que quand on doit pister un animal, on se coupe de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ce que je dis souvent pour les gens qui débutent et qui ont du mal parfois à pister ou qui ont du mal à repérer les animaux, c'est que c'est presque une sorte de méditation. Parce qu'on doit faire le vide dans son esprit, on doit faire confiance à ses sens, faire confiance à son instinct. Et quand on part vraiment sur une traque approfondie, il faut arriver à se projeter, à se mettre dans la tête de l'animal. Et parce que parfois les empreintes on les perd. Si vous avez un animal qui part sur des pierres ou sur du sol trop dur, les empreintes disparaissent. Et là il faut être capable de se projeter à l'intérieur de l'animal que l'on piste pour se dire où est-il allé, qu'est-ce qu'il aurait fait, et pour ensuite le retrouver. Si on n'est pas totalement présent, si on n'est pas absolument dans le moment présent, on n'y arrivera pas. Tu deviens donc chef ranger, tu t'occupes de clients. Alors c'est un métier que j'ai fait aussi et c'est un métier où on a la responsabilité de personnes qui ont payé souvent cher pour venir dans cette région du monde si magnifique. Est-ce que tu as déjà eu, dans un premier temps, peur pour les autres, ceux que tu guides, et ensuite, dans un second temps, est-ce que toi, tu as déjà eu une grande peur face à un animal sauvage? La peur, je dirais, c'est un élément que chaque guide doit garder en permanence à l'esprit et à l'intérieur de lui. On est sur un milieu qui peut être hostile, qui peut être dangereux, avec des grands animaux avec des capacités mortelles. On sait ce qui peut arriver, on sait à quelle vitesse ça peut se produire. Est-ce que tu as eu peur, toi, une fois? J'ai peur tous les jours. J'ai peur tous les jours, je ne le montre pas.
mais la peur, je l'ai toujours. Et ouais, c'est une peur teintée de respect en fait. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir des approches parfois très tendues avec des animaux. Quand on tombe par exemple sur un troupeau d'éléphants, ça peut être un secteur où il y a du braconnage, où des femelles vont être très agressives pour se défendre. Moi, ça m'est arrivé comme ça de tomber sur les troupeaux d'éléphants au Zimbabwe et de me faire poursuivre sur 2 ou 3 kilomètres. Donc on sait ce qui peut se passer. Donc il ne faut pas être paralysé, il faut rester en fait assez détendu pour pouvoir lire le comportement des animaux, parce que ce sont des êtres qui communiquent par le langage corporel, et si on arrive à les décrypter, eh bien en général on évite les problèmes. Mais il faut être toujours ouvert à cela, et tout en gardant à l'esprit ce qui peut arriver si jamais ils décident vraiment de nous attaquer. Alors tu parlais justement des éléphants. De tous les animaux, je trouve que c'est peut-être l'animal le plus impressionnant, le plus fascinant, celui où il y a le plus de choses à dire. Et encore une fois, d'un point de vue personnel, c'est celui qui m'émeut le plus. Est-ce que tu as une histoire, alors avec un éléphant ou pas, hein, mais qui t'a ému, ou peut-être qui t'a fait prendre conscience de la puissance du monde sauvage et à quel point on était tout petit par rapport à ça? Par rapport aux éléphants, je dirais que j'ai 2 histoires qui m'ont ému en particulier. Une qui a commencé mal et qui a fini bien, et une plutôt triste mais qui montre le niveau de sensibilité de ces animaux. J'ai envie de commencer avec celle qui m'a le plus touché au niveau sensibilité, au niveau émotion pure. C'était, j'emmenais un safari dans le delta de l'Okavango au Botswana, et au détour d'un chemin à travers la brousse assez dense de ce territoire, on est tombé sur une femelle éléphante qui, on le voyait de loin, était vraiment dans un état de détresse très important. Et en fait, elle tirait avec la trompe le cadavre de son petit éléphanteau. Alors de quoi est-ce qu'il était mort, ça, on n'a pas réussi à le savoir. Mais on voyait que cette femelle, c'était toute la peine du monde qui s'incarnait dans son attitude, dans ses bruits, et dans ce petit être qui, je pense, était mort très récemment encore, parce qu'on voyait que le corps était encore souple. Et oui, une détresse et une tristesse absolue. Et elle a été ensuite rejointe par les autres membres de son troupeau. Et on a vraiment eu l'impression qu'il comprenait ce qui se passait, qu'il partageait sa peine. Et ils sont tous venus là, ils posaient la trompe sur elle, ils sont tous venus l'entourer. Et avec énormément de bruit. Et alors, pas des pleurs, mais des espèces de bruits très graves comme font les éléphants, permanents. Et c'est là où on se rend compte vraiment à quel point ils sont intelligents, ils sont sensibles, à quel point les rapports entre eux sont forts. Et oui, qu'ils sont atteints par la perte d'un proche, comme d'une certaine manière nous pourrions l'être, sans faire d'anthropomorphisme, mais que ce ne sont pas simplement que les animaux ne sont pas des machines, et qu'ils sont animés de sentiments et d'émotions. Et la deuxième histoire? C'est une histoire qui va être un peu plus longue, mais il y a quelques années maintenant, quand j'avais 25 ans, il m'est arrivé un accident. Alors là, c'était pas la faute d'un animal, c'était la faute d'un humain. Et toujours est-il que je me suis fait attaquer par une éléphante qui voulait protéger son petit, à cause de quelqu'un qui a commis des erreurs sur la manière d'approcher les éléphants. Et bon, toujours est-il qu'un éléphanteau a pris peur, a poussé un barrissement de détresse, auquel la mère a immédiatement répondu, elle a attaqué, et je me suis fait comme ça écraser par une grande femelle éléphante qui m'a placé ses défenses sur le dos, qui m'a écrasé en 2, où j'ai toutes les côtes du côté gauche du corps qui se sont fracturées, arrachées, une qui m'a perforé le poumon. Enfin bon, c'était... Comment on se sent comme ça quand il y a cette Alors pression? On se sent tout petit. Quand vous avez un éléphant qui vous écrase, déjà on ne peut plus émettre le moindre son, parce qu'on a les poumons qui se vident immédiatement. Et le sentiment, ce qui s'en rapproche le plus, c'est d'imaginer une maison qui vous tombe dessus, qui vous écrase. Je dirais que c'est ça c'est ce qui me viendrait le plus à l'esprit. Mais bon, ça s'est passé très vite, moi ça m'a paru très long. Et donc cette éléphante qui m'a totalement broyé. J'ai eu la chance incroyable de n'être ni paralysé ni décédé, parce que franchement je pense que ça tenait par plus grand chose.
J'ai eu un éclair de poussée, en tout cas de volonté, de vouloir me défendre quand ça m'est arrivé. Alors est-ce que c'est ça qui m'a sauvé? Je ne le saurais peut-être jamais. Mais c'est vrai que quand je me suis fait complètement écraser, j'ai voulu quand même me défendre. J'ai essayé de lui taper sur la trompe comme je pouvais. Bon, est-ce que c'était ça ou pas? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'elle m'a laissé. Une trompe, ça pèse 250-300 kilos. À peu près. Ça a des dizaines de milliers de muscles. Oui. Donc en un coup de trompe, ta tête serait partie et ton corps serait resté. Absolument. Et donc toi, Oscar, tu as pris ton poing et tu as tapé sur la trompe de l'éléphant. C'est ça. C'est ça. Sur la trompe et sur une des défenses, où je m'étais complètement ouvert la main d'ailleurs en tapant dessus. Mais non, j'ai eu un moment d'abandon. D'abord, je me dis bon, bah c'est fini. Et ensuite, j'ai eu une sorte de pulsion de volonté de survivre, à me dire non, je n'ai pas envie que ça se termine aujourd'hui. Il faut se battre. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a, je pense, dans ma manière d'être, m'a profondément marqué depuis. Et c'est vraiment une réalisation en fait de la fragilité de la vie et de ce que nous sommes. Et aussi qu'il faut quand même toujours se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec cette éléphante? Cette femelle, elle m'a... j'espère en tout cas, je crois que c'est moi qui ai réussi à la faire partir. Je sais aussi que j'ai eu une chance incroyable. Et cette femelle s'est écartée et est repartie. Alors j'ai eu une période de convalescence assez longue parce que j'étais quand même très amoché. Mais bon, j'ai réussi à m'en remettre. Et quelques années plus tard, je suis retourné au cours d'un safari sur le secteur de réserve d'où venait cette femelle. Et c'était une éléphante qui avait eu une histoire particulière. C'est-à-dire que quand elle était jeune, tout son troupeau avait été tué par des braconniers. Et elle avait été recueillie par des rangers qui l'avaient gardée sauvage, c'est-à-dire qu'elle continuait de vivre dans la nature, mais qui en fait avait pris la place des membres de son troupeau. Donc elle avait l'habitude de l'homme et elle n'était pas domestiquée, elle était ce qu'on appelle imprégnée, c'est-à-dire qu'elle tolérait notre présence et donc elle avait une certaine proximité avec les humains et en particulier avec les rangers qui s'étaient occupés d'elle quand elle était petite. Et donc on retourne sur le secteur où se trouvait cette éléphante, on l'observe un petit peu et à un moment je l'ai vu qui commence à regarder dans ma direction, qui met la trompe dans ma direction, qui sent l'air, qui hume l'air. Et d'un seul coup, c'est allé extrêmement vite, j'ai même pas eu le temps de réagir. Elle s'est précipitée vers la voiture où j'étais. Et j'avais le bras sur la portière et elle m'a enserré le bras dans sa trompe. Non, c'est pas vrai. Ça allait tellement vite, j'ai rien eu le temps de faire. Elle a recommencé? Elle voulait t'attaquer? Non, cette fois, il n'y avait aucune agressivité, c'est pour ça que c'est allé très vite. Et tu l'as ressenti ça, qu'il n'y avait pas d'agressivité? Ah oui, parce qu'elle est venue vite mais calmement en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune attitude d'agressivité ou de méchanceté ou de volonté de me nuire en fait. Et elle est allée très très vite, elle m'a saisi le bras avant même que je puisse partir, elle m'a enserré le bras dans sa trompe. Et là, ça a duré peut-être quelques secondes, mais encore une fois, ça m'a paru très long, comme la fois où elle m'avait écrasé. Mais là, c'était pas du tout animé de la même volonté, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement bénéfique, d'incroyablement serein. Et j'ai senti cette trompe surpuissante qui m'enserrait le bras. La même trompe que tu avais essayé de taper. Exactement. Comme quoi, elle n'était pas rancunière, moi non plus. Et au bout de quelques instants, comme ça, d'étreinte, elle m'a soufflé un grand coup sur le bras. Puis le souffle d'un éléphant, c'est incroyablement fort, c'est incroyablement puissant, c'est un souffle chaud. Et un peu comme, avec un peu l'odeur comme une haleine de cheval. Donc cette espèce d'odeur végétale et tiède en même temps. Donc cette espèce de grand souffle. Et elle m'a décroché et elle est repartie. Et moi, ça a été un moment qui m'a incroyablement touché. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est de toute ma vie ce qui m'a le plus ému. Parce que je l'ai vraiment ressenti comme si elle m'avait reconnu et comme si elle avait voulu quelque part se faire pardonner. Et qu'elle est venue et qu'elle m'a attrapé et que c'était pour me dire écoute, je te présente mes excuses, je suis désolé, ne m'en veux pas, on est quitte. Incroyable. Et qu'elle est repartie, elle a repris son chemin à travers la brousse. Tu l'as plus revue? Si, ça m'arrive de la croiser encore. J'ai plus de nouvelles interactions. Mais encore une fois, parce que je l'ai pris comme si elle me disait qu'on était quitte. Incroyable. Alors, quand on est guide, on a des visuels plus ou moins rares. Par exemple, les petites antilopes comme les impalas se voient quotidiennement, un peu tous les jours.
Les lions, c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a des animaux qui sont très, très difficiles à voir. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai la chance de faire des safaris. Il me manque 2 animaux à voir dans la brousse africaine, le pangolin et le rictérope. Toi, tu fais tous les jours des safaris depuis maintenant des années et des années. Est-ce que tu as en tête une scène très, très rare que tu as vécue? J'ai eu un jour dans le nord du Botswana un troupeau, je pense, entre 2 et 3 000 buffles. Et c'est très fort parce que on voit une marée en fait de ces immenses animaux tout noirs qui avancent en faisant du bruit en permanence, avec un nuage de poussière au-dessus, qui creuse un sillon dans le sol. Ça, c'est très impressionnant. Et en fait, ce troupeau de buffles, la nuit qui a suivi, ont été attaqués par une troupe de lions. Les lions les ont poussés vers la rivière et les buffles, pour échapper aux lions, se sont jetés dans l'eau et s'y sont noyés par dizaines. Et donc on a eu en fait un jour la vue de ce troupeau en pleine forme et bien portant, et le lendemain d'en voir en fait, qui étaient au bord de l'eau en train de regarder leurs congénères en train de flotter sur la rivière. Donc c'est un moment qui était très dur, très fort. Mais il faut garder cette part d'émerveillement que l'on peut avoir devant chaque chose. Et maintenant, je ne pourrais pas dire qu'il y a un animal en particulier que je voudrais voir ou une scène en particulier que je voudrais voir. Oui, il va y avoir des moments plus forts. C'est vrai que quand il y a certaines actions ou quand on voit des interactions avec des jeunes, c'est toujours très émouvant. Mais je ne pourrais pas les classer. Je dirais que chacune va me faire quelque chose et totalement me satisfaire. Alors, tu parlais d'émerveillement. Je pense qu'on partage la même philosophie. Si on a décidé de faire ce métier, c'est que derrière, on a aussi une envie de sensibiliser à certains enjeux de la protection animale. Je pense que tous les deux, on croit à l'émerveillement comme vecteur de sensibilisation. Moi, par la photographie, toi, par une sorte de pédagogie avec tes clients. Quel est le rôle du guide, selon toi? Au-delà de montrer les animaux, est-ce qu'il y a plus de relief dans le métier du guide? Je crois que notre rôle, c'est déjà quelque part de créer des émotions. C'est vraiment par les émotions fortes, comme on peut avoir ici, les émotions brutes, qu'on réalise à quel point c'est important de protéger cette nature, de protéger ces animaux. Donc évidemment, il y a tout le côté un peu technique, expliquer comment ils vivent, mais aussi décrypter leur langage, décrypter leurs habitudes et faire comprendre que ce sont des êtres sensibles et qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Et ensuite partager nos expériences par rapport à la fragilité de certaines espèces. Je veux dire, l'exemple le plus concret qu'on pourrait donner par ici, dans le parc Kruger où nous nous trouvons, ce sont les rhinocéros, qui sont ciblés par les braconniers depuis 10 à 15 ans à peu près. Et en 10 ans, sur le Kruger, on a perdu 70% de la population de rhinocéros. Toi, tu t'en es rendu compte de ça? Ah, c'est flagrant. C'est-à-dire que de mon vivant, et encore relativement bref, de rhinocéros qui étaient des animaux, je dirais pas courants, mais des animaux qu'on voyait très régulièrement et dans de très bonnes conditions, c'est devenu des animaux rares et peureux, furtifs. Parce qu'ils ont été décimés, ils ont été massacrés. Et ils assimilent la silhouette humaine comme du danger, ou Oui. du moins la voiture comme un danger. Tout ce qui est humain maintenant pour eux est devenu quelque chose de dangereux. Et parce que tous ceux qui survivent, en fait, à un moment ou à un autre de leur vie, presque tous ont croisé des braconniers qui ont essayé de les tuer, ou alors ils ont vu des congénères se faire tuer. Et forcément, leur attitude envers l'homme a totalement changé. Et c'est surtout leur population qui a diminué de manière catastrophique. Donc ce sont des choses, nous étant sur le terrain depuis longtemps, on a ce message de ce qu'on a vécu, que l'on peut transmettre. Et je pense que entre quelqu'un qui va lire un article dans un journal, on va dire, ah bah oui, les rhinocéros sont en train de disparaître, c'est triste. Ou nous, on va pouvoir dire, avec de l'émotion, parce que c'est désespérant en fait de voir ces animaux disparaître, mais être capable de transmettre aux gens qui viennent avec nous et de leur dire, bah oui, je les ai vus disparaître, et faire réaliser à quel point c'est fragile et à quel point tout cet écosystème, celui-là et tous les autres, en fait, sont vulnérables à la présence et à l'action humaine.
Alors je vais me permettre de te raconter une petite histoire avec les rhinocéros. Une histoire qui m'est arrivée... Ah, ça, on entend les chacals. L'histoire commence en 2002 et c'est la première fois que je pose les pieds en Namibie et les chacals m'accompagnent dans cette histoire. Donc nous sommes en 2002 en Namibie et pour la première fois je vais en Namibie. Donc, pas fastoche. On entend là, tu penses? J'entends très très fort là. Ok. J'entends. Ok, allons-y. Donc nous sommes en 2002 et je pars pour la première fois en Namibie avec mes parents. Et il se trouve que à Etosha, dans le parc national de la Namibie, il y a un point d'eau qui reste éclairé toute la nuit. Et si on y va discrètement, on peut avoir la chance de voir des animaux passer. Et la Namibie reste peut-être faut toucher du bois, mais le meilleur endroit au monde pour observer les rhinocéros. Et il est tard, comme un peu à cette heure-là, il fait sombre et on a effectivement ce point d'eau éclairé. Et on voit au loin une mère rhinocéros, et je suis avec ma mère, avec un bébé rhinocéros. Donc il y a une sorte de transfert où ma mère me dit « Souviens-toi de ce moment, Mathieu, tu verras, tu t'en souviendras pendant des années et des années. » Et puis je les observe et je vois que le petit, qui reste vraiment collé au flanc de sa mère, a une grande cicatrice le long de sa patte. Est-ce qu'il s'était fait attaquer? Est-ce qu'il est né comme ça? Difficile à dire. Mais en tout cas, je me souviens très bien de cette grande cicatrice. Et puis, 11 ans ou 12 ans plus tard, je retourne en Namibie et cette fois-ci, j'apprends à devenir guide. Donc, je lis plein de livres, j'apprends les 450 espèces d'oiseaux, les espèces de mammifères, l'éthologie, les fleurs, tout ça. Et puis, mon patron m'autorise à guider mon premier groupe. Alors, énorme pression pour moi et première étape, on va dans le parc national d'Etosha. Donc plein de souvenirs forcément qui reviennent. Et là, safari catastrophique. On ne voit rien, tu dois connaître ça, les safaris où tu as des clients super sympas et tu ne vois rien. Donc bon, je sens que la journée est un peu longue pour mes clients et qu'ils commencent à faire un peu la tête. Mais je sais que le soir, on va dormir dans ce fameux camp où on a un point d'eau, le fameux point d'eau éclairé. On arrive au camp, les clients montent leur tente et après le dîner, ils vont au point d'eau. On attend 10, 15, 20 minutes et là, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme rhinocéros arrivé au point d'eau avec, sur le long de sa cuisse, une cicatrice. Incroyable. Et tu vois, je ne sais pas si c'est ce moment-là qui m'a... Alors, j'ai aucun moyen de savoir si c'est vraiment ce rhinocéros. Toujours est-il que les années qui ont suivi, je retournais à ce point d'eau. Mathieu, Oui, c'était ton rhinocéros. c'était mon rhinocéros. Toujours est-il que les années qui ont suivi, je retournais à ce point d'eau et je voyais ce rhinocéros. Les rhinos, c'est des animaux, tu le sais, hein, très routiniers, très casaniers, qui ont leurs habitudes. Et je voyais ce rhinocéros. Et pour terminer l'histoire sur une note peut-être un peu plus triste, je suis retourné l'année dernière en Namibie pour faire un reportage dans le fameux parc national d'Etosha avec Cyril MP4. Salut Cyril. Et on a tourné notamment une séquence sur les rhinocéros, sauf que avant d'arriver dans le parc national d'Etosha, l'actualité, les journaux d'actualité, la presse namibienne faisaient état d'un massacre de 14 rhinocéros dans le fameux parc national d'Etosha. Et voilà, je revenais dans ce parc, je suis retourné à ce point d'eau, j'ai attendu toute la nuit et je n'ai pas vu mon rhinocéros. Je ne sais pas si il s'est fait tuer, peut-être qu'il s'est trouvé une jolie petite femelle rhinocéros qui sera allée faire plein de petits bébés ailleurs de ce point d'eau. Mais voilà, les rhinos ont voilà, quelque chose de très spécial pour moi. Je voudrais te poser une dernière question, Oscar. Comment tu expliques qu'on ait cet attrait pour ces petites créatures fantastiques qu'on appelle les animaux? Pourquoi, après 20 années, on est toujours aussi passionné? On ne se lasse pas de voir un impala qui traverse la route, on ne se lasse pas de voir le passage des éléphants. Voilà, comment t'expliques ça? D'où vient cette passion selon toi? Même moi, j'ai du mal à y mettre des mots. Je
pense qu'il y a plusieurs choses qui se combinent, plusieurs choses qu'on a perdues quelque part. Et déjà, il y a une sorte de pureté au sein des animaux, au sein de la nature sauvage. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de nous. Et déjà, de voir quelque chose qui, dans notre monde moderne, où on contrôle tout, est bien quelque chose qui, au contraire, vit et se développe au mieux, sans notre influence, sans notre action. Et je trouve que c'est extrêmement touchant et que c'est extrêmement fort. Après, il y a aussi que quand on approche des grands animaux, on retrouve des choses très primitives que l'on a perdues, que l'on a oubliées dans notre monde moderne. Et des choses, par exemple, comme la peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur de rater son métro, on a peur de... Ce sont des angoisses, en fait, plus que des vraies peurs. Mais ici, on revient à quelque chose de très primitif, de très brut. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. On n'a pas la même peur selon l'animal qui va nous faire face. C'est-à-dire quand on est devant un éléphant, un buffle, un rhinocéros, on est devant quelque chose d'absolument gigantesque. Et c'est ce gigantisme qui va nous impressionner, qui va nous toucher. C'est-à-dire que tout est démesuré par rapport à nous. On se retrouve devant un grand mâle éléphant de 8 à 9 tonnes. On est ridicule, on est des nains. Et ensuite, quand on se retrouve face à des prédateurs, là c'est très différent. C'est une autre peur beaucoup plus primitive qui prend dans le ventre, où en fait de notre statut que l'on pense être tout puissant, eh bien on redevient de simples proies. Et on sait qu'on est face à quelque chose qui peut nous tuer, qui peut nous manger sans aucun problème. Et ça fait quelque chose. Ce sont des émotions très fortes, très pures encore une fois. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça nous rapporte sur des choses que l'on ne voit plus, et notamment le rapport à la vie et à la mort. C'est-à-dire qu'ici, c'est quelque chose qui est prégnant, qui est quelque chose que l'on voit au quotidien, et où tout est très fort parce qu'on se rend compte à quel point tout est éphémère. Cette vie quotidienne où on vit des émotions exacerbées entre la vie et la mort, comme tu le dis, est-ce que tu crois que on pourrait revenir à une vie normale ou finalement on trouverait une vie normale un peu fade? Que c'est une vie normale. C'est la vie normale. C'est la vraie vie. Et donc c'est les autres qui ne vivent pas la vraie vie? Complètement fou. Non, je vois bien en fait, mais c'est malheureusement la maladie de tous les gens qui ont vécu beaucoup dans la nature. C'est que quand on doit retourner à la civilisation, entre guillemets, on est totalement déphasé. C'est-à-dire que ce que je parlais tout à l'heure du côté très sensoriel, ici en fait on prend l'habitude spontanément, mais comme le font les animaux sauvages, d'être toujours aux aguets. Ouais. C'est-à-dire qu'on vit normalement, Ouais. mais on écoute, on voit, on sent. Ouais. Et c'est un pisteur qui m'avait dit ça un jour quand j'étais petit, et qui m'avait dit « Est-ce que tu regardes ou est-ce que tu vois ?» C'est pas du tout la même chose. Et quand on rentre dans le monde moderne et quand on rentre dans ce monde urbain très agressif, les gens regardent mais ne voient pas. Et ils n'entendent pas, ils ne sentent pas. J'ai l'impression que tout le monde est enfermé dans une bulle, alors que y a énormément d'autres choses à voir, à ressentir. Et c'est pour ça, pour moi en fait, l'expérience naturelle, c'est presque une expérience pas mystique, mais une expérience spirituelle quelque part. Parce qu'on se reconnecte à l'essentiel, on se détache de tout ce qui est superficiel, et on est dans l'instant présent, et on vit tout simplement. Et je crois que c'est là où on peut s'ouvrir au plus de choses, et peut-être à beaucoup de choses qui nous dépassent d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Je me faisais la réflexion. Effectivement, quand on se balade dans une grande ville, on est agressé par plein de petits stimuli. Ça va être des stimuli à la fois de bruit, ça va être une odeur, ça va être une vision. Et quand on est guide et qu'on a appris à comprendre la nature, en fait, le chant d'un chacal, le bruit d'un éléphant, même le vent qui s'arrête quand la nuit tombe, et ben tout ça on le comprend et en fait ça ne nous fait pas peur. C'est comme si la nature suivait son rythme et c'est apaisant une nature qui suit son rythme. Oui, et puis même par rapport à cela, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre
ou à redécouvrir des animaux sauvages dans leur façon de vivre. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui peuvent être extrêmement actifs. Quand on voit les éléphants, par exemple, ils sont tout le temps en déplacement, ils sont tout le temps en activité pour trouver de la nourriture. Mais tout ça dans un calme et dans une sérénité totale. Et quand on voit le monde moderne où on a l'impression que c'est l'angoisse, le stress qui domine sur tout, et que les gens ne prennent plus le temps de vivre ou ne sont plus capables de vivre, d'apprécier les choses simples, les choses essentielles, et ont besoin de dérivatifs virtuels, de regarder par exemple des vidéos sur YouTube. Salut. Voilà. Alors que finalement, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Et est-ce que revenir à des choses plus simples, plus essentielles, plus concrètes, s'inspirer de la vie de l'éléphant, ce ne serait pas un modèle qui permettrait de résoudre beaucoup de tensions et de problèmes du monde moderne occidental? Et bien c'est sur ces paroles qu'on va se quitter avec Oscar. Merci à tous d'avoir suivi ce long entretien. Merci Oscar, on était donc dans ta réserve à Mopaya Safari Lodge. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Oscar Laforêt sur Instagram, Mopaya Safari Lodge sur Instagram également pour voir les actualités du lodge. Tout le monde peut venir ici. Et puis, tout le monde devrait venir ici. Tout le monde devrait venir ici, évidemment. Et puis pour les autres, on se retrouve pour le prochain épisode de Wild Series. On se dit à bientôt.